VOA Afrique. Bonjour à tous. Cette semaine, nous nous intéressons à l'aide humanitaire sous ses différents aspects, ce qui marche ou non, les limites, les dérives ou encore les abus de cette grosse machine internationale où l'on trouve de tout. Bienvenue dans Washington Forum. 2 jours de travail à Istanbul avec pour objectif de mobiliser les États et réorganiser le fonctionnement de l'humanitaire. Ban Ki-moon a promis des actions et des engagements concrets alors que certaines ONG restent sceptiques. Que ressort-il de cette initiative? Comment aller au-delà des bonnes intentions et des discours? Comment concilier aide et développement? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. Et on ouvre cette première partie avec ce récent enlèvement de 2 employés congolais de l'ONG Solidarité Internationale dans la région du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était mercredi. Et ce n'est là qu'un des aspects, un des risques auxquels s'exposent les travailleurs humanitaires. Pendant 2 jours, à Istanbul, réunis dans un sommet inédit, les différents acteurs du secteur échangeaient notamment sur le fonctionnement de l'aide humanitaire. Retour en images avec Bagassi Koura. Un sommet mondial sur la gestion des crises humanitaires sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Plus de 60 chefs d'État, de gouvernement et des représentants d'ONG ont discuté de la prévention des conflits et des moyens de réprimer les auteurs de crimes humanitaires. Pour l'hôte de la rencontre, le président turc Recep Tayyip Erdogan, les pays occidentaux devraient davantage s'impliquer dans la gestion des crises. Il a souligné les efforts de son pays, la Turquie, qui héberge quelques 3 millions de réfugiés de conflits en Syrie et en Irak. Les ONG ont pour leur part plaidé pour une réforme profonde d'un système humanitaire aujourd'hui dépassé. Mais le sommet a été boycotté par Médecins sans frontières. L'ONG française a émis des doutes sur l'efficacité réelle d'une telle rencontre. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit satisfait des conclusions de ce premier sommet mondial sur l'humanitaire, tout en déplorant l'absence notoire des dirigeants du G7. À l'exception de la chancelière allemande Angela Merkel. En même temps, c'est un peu dérangeant de voir que certains leaders du monde ne sont pas venus ici, surtout les dirigeants de pays du G7, à l'exception de la chancelière Angela Merkel d'Allemagne. Les organisations humanitaires ont des difficultés à travailler et elles n'avaient pas pris le temps de s'arrêter pour se demander « travaillons-nous de façon efficiente ?» Il est donc essentiel non seulement de lever des fonds, mais aussi de mieux utiliser les sommes que nous recevons. Quelques 60 millions de personnes sont déplacées à travers le monde et au moins 125 millions d'autres ont besoin d'assistance et de protection. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le sommet représentait une chance de forger un avenir différent. Et pour aller plus loin sur le sujet, avec nous en direct de Paris, le docteur François Sivignon, présidente de Médecins du Monde. Depuis New York, au siège des Nations Unies, Hervé Vérosel, porte-parole du sommet humanitaire mondial qui s'est tenu en Turquie. Et enfin, avec nous sur ce plateau, notre confrère Idriss Fall. Vous avez couvert plusieurs des grands conflits de ces dernières années, notamment sur le continent africain. Première question, je me dirige tout de suite vers vous, à New York, Hervé Vérosel. Ce sommet était organisé à l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est une première en 70 ans d'histoire des Nations Unies. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ce n'était pas une priorité? Non, mais c'est une très bonne question. Une première en 70 ans des Nations Unies. Il était grand temps d'organiser un tel sommet. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 130 millions de personnes dans le monde, à la seconde où nous parlons, qui sont dans le besoin d'une aide humanitaire. Il fallait donc faire quelque chose. Le secrétaire général pense que ce n'est pas business as usual. Ici, il y a 70 ans, ce système fonctionnait peut-être. Il ne fonctionne sans doute plus complètement aujourd'hui. Et c'est la raison avec laquelle il a voulu réunir les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les autres ministres ou membres de délégation des pays, mais ensemble avec le secteur privé et les ONG. C'est donc un type de sommet un petit peu différent, qui n'est pas un sommet traditionnel dans lequel normalement uniquement les pays participent.
Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que c'est la question, finalement, avant qu'on entre dans le bilan concret de cette première édition. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y aura d'autres sommets? Je n'en ai pas la moindre idée. Et j'ai presque envie de demander au docteur Sévignon, qui a participé au sommet, et ce n'est pas du tout préparé, si elle pense qu'un autre sommet devrait être organisé peut-être différemment dans les prochaines années en tant que participante. Alors justement, docteur Sévignon, vous vous trouvez à Paris, vous étiez présente donc avec votre organisation Médecins du Monde. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de vous y rendre? On a vu que d'autres de vos collègues ont choisi de rester en retrait. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre ces discussions? Alors, ce qui nous a motivés, c'est d'abord le fait que les acteurs réunis étaient les acteurs au global de l'aide humanitaire. Et comme le mentionnait le monsieur qui vient de prendre la parole, c'était une opportunité pour discuter tous ensemble, après plus de 2 ans de préparation, de comment on refonde quelque part cette architecture humanitaire qui parfois dysfonctionne, qui n'est pas adaptée. Et ensuite, on l'a considéré comme un moment éminemment politique. Les chefs d'État, certains étaient présents, ou leurs représentants. C'était le moment pour nous de déposer certaines demandes, notamment sur le respect de l'aide humanitaire dans le cadre de violation du droit humanitaire international. Donc c'était aussi, on l'a considéré comme un moment politique. Et de fait, ça a été un moment politique, notamment si on considère la voix des acteurs du Sud. Ils étaient nombreux, beaucoup plus nombreux, et je parle des organisations non gouvernementales. Oui, on reviendra longuement sur leur présence. Donc en fait, c'est vraiment cette opportunité de discussion et un moment politique parce que les représentants des États étaient là. Dernière question, avant que je donne la parole à Idriss Fall qui était avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de ce sommet au lendemain de discussions intenses? Vous me posez la question à moi? Oui, docteur. Qu'est-ce que je retiens? Je pense que principalement, je dirais que la restructuration de cette architecture, elle se fait maintenant avec les acteurs nationaux et locaux du Sud. Ils se mentionnent comme étant du Sud, donc je reprendrai cette mention acteurs du Sud. Il se fait avec eux dans la coordination, dans l'affectation des fonds, dans la gouvernance. En tout cas, ça a été une des demandes conjointes et je pense que ça, c'est un pas important. Et ensuite, c'est encore une fois le moment d'engagement financier qui ont été déposés encore une fois devant la totalité des acteurs présents. Je trouve que ces engagements financiers sont conséquents. Ils ne fonctionneront que dans le cadre d'une réorganisation de cette architecture humanitaire. Alors, Idriss Fall, vous avez couvert plusieurs conflits, notamment sur le continent africain. Dans ces conflits, on a souvent observé des actions humanitaires qui se mettaient en place, des actions d'urgence ou sur plus long terme. Ce sommet est une première. Comment est-ce qu'il est perçu ? On voit que certains étaient sceptiques, certains médias se posaient la question de savoir est-ce que ça sert vraiment à quelque chose aujourd'hui de faire un sommet? Je fais partie des sceptiques, c'est-à-dire que pour moi c'était une réunion de plus comme l'ONU a l'habitude de faire. On organise des sommets, les chefs d'État viennent, on se rencontre, on parle et on ne peut régler aucun problème. La preuve, je pense que Ban Ki-moon dans son discours s'est même lamenté que les dirigeants du G7 qui se rencontrent au Japon n'aient pas été là. Ils ont envoyé des ministres pour l'essentiel. Et je crois qu'il y a 2 niveaux. C'est-à-dire, et en plus, les ONG, les organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'humanitaire, quand on le regarde à la dimension mondiale ou bien simplement à la dimension des crises africaines, c'est comme les arbres de la forêt équatoriale. Il y en a vraiment toutes sortes de variétés. Il y a des ONG qui sont sérieuses, qui travaillent sur le terrain, mais il y en a d'autres aussi, tu te demandes avec tout l'argent que ces ONG ont, où va l'argent? Je sais que si je prends l'exemple de Bangui où j'ai été, le vaste camp de déplacés qui se trouvait à l'aéroport, quand j'étais dedans, la distribution, par exemple, des vivres, certaines populations étaient prises en otage par des groupes armés qui venaient prendre la bouffe. Alors, donc, on reviendra plus en détail dans les problématiques après qu'il y a à justement dispenser cette aide humanitaire. Hervé Vérocel.
j'ai une question pour Idriss. Je voulais savoir s'il était présent au sommet, parce que c'est bien de réagir sur le sommet, mais est-ce que vous étiez là pour rencontrer les différents acteurs en même temps que le docteur Sévignon et moi-même? Je suis journaliste, vous savez, on a eu les résolutions et on avait des correspondants sur place. Tout ce qui s'est passé dans le sommet, je pense même le discours de Ban Ki-moon, vous l'avez entendu sur nos ondes. Actuellement, le monde avec l'information, on n'a pas besoin d'être à Istanbul pour savoir ce qui se passe là-bas. Ah, mais là je ne suis pas complètement d'accord avec vous, parce que ce que vous voyez devant votre écran de télévision et ce qui est retransmis des grandes réunions, il y a énormément de réunions bilatérales qui se passent lors de sommets, et puis il y a aussi eu des décisions et des actions. On a lancé quelque chose comme le Grand Bargain, c'est quelque chose de très important. Ce sont les 15 plus grands donneurs et aussi les 15 plus grandes agences qui implémentent, par exemple, les programmes sur le terrain, qui ont accepté tous ensemble de se dire « Tiens, il est probable qu'on ne dépense pas et qu'on ne collecte pas et qu'on ne gère pas l'argent de la meilleure façon et qu'on peut faire ça d'une façon différente. » Je crois que c'est la première fois qu'un sommet va dans cette direction et que les donneurs et les agences Hervé Vérocel, oui, qu'un exemple de résultat, accepte de dire qu'il faut maintenant gérer cet argent. Je vais donner la parole au docteur Sévignon qui souhaitait réagir en même temps aux propos, au scepticisme en tout cas d'Idriss Fall. Je vous en prie. Oui. Je pense que c'était, comme vient de le dire monsieur juste avant moi, c'était vraiment une opportunité. Et je dirais, je commencerai par les chefs d'État. Ceux qui n'étaient pas présents, ça ne les exempte pas de leurs responsabilités vis-à-vis des règles de la guerre et du respect du droit humanitaire international. Ce n'est pas leur non-présence qui les libère de leurs responsabilités, ça c'est la première chose. Et concernant le gouvernement français, on leur a rappelé à travers effectivement des réunions bilatérales que leur responsabilité était entière. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de mécanismes qui parlaient de la transparence financière et également de la coordination de l'aide. Je crois que il y a eu des avancées. Maintenant, effectivement, il faut que ça soit mis en œuvre, il y aura des étapes à suivre, mais moi, j'ai l'impression, mais sans être dans d'un optimisme béat, qu'on est en train de réaliser qu'il y a des dysfonctionnements, mais que le changement est là. Enfin, c'est quand même une ébauche de changement, de réaliser que, voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais que tous ensemble, collectivement, les acteurs de l'humanitaire, au sens large, on pourra faire évoluer les choses. Alors, la question, justement, docteur, pas glorieux sur certains terrains. La question qu'on se posait tout à l'heure, c'était de savoir, est-ce que, à la fin de ce sommet, vous pensez qu'il est nécessaire d'en organiser d'autres? Est-ce que c'est le lancement d'une série de plusieurs sommets pour continuer de réfléchir à la façon de mettre en œuvre l'aide humanitaire? Alors, ça serait une très grande déception si ce sommet n'était pas suivi d'effets, donc de rencontres à suivre. La première, ça sera certainement en septembre, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je dirais aussi que désormais, comme les acteurs locaux et nationaux font partie du jeu, ils se sont organisés en plateforme. Et puis, il y a eu des engagements qui sont très fermes, notamment, il y a des initiatives, il y a eu plein d'initiatives et plein d'engagements avec des signatures, donc quelque part, on a à répondre de ces engagements. Il faut que ça soit suivi des faits. Il y a un engagement particulier qui s'appelle Charter for Change, avec une signature de plusieurs organisations non gouvernementales qui s'engagent vis-à-vis des autres, des organisations de moins grande taille, en termes de coordination, en termes d'engagement financier, de partage de données, de terrain. Donc il y a eu des choses. Je pense qu'on ne peut pas rester au constat que c'est une réunion comme une autre. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Alors, on va prendre... Merci. On va prendre tout de suite des réactions Facebook. Comme à chaque émission, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique, extrait de certains de vos commentaires. Désiré Pogbe, au Bénin, il faut que les autorités onusiennes renforcent leur manière de faire afin de faire bénéficier les véritables personnes en difficulté. Il va aussi falloir que les autorités à divers niveaux jouent pleinement leur rôle afin d'éviter des problèmes. Autre commentaire, celui d'Alphonse Bois, qui en RDC, ce sommet a offert une occasion de réfléchir également à une meilleure appropriation des enjeux et des capacités humanitaires par les populations frappées par les catastrophes naturelles ou les conflits. Hervé Vérocel, comment est-ce que vous réagissez
à ces réactions, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les bonnes intentions, les discours? Comment on fait pour les concrétiser? C'est une très bonne question. Et en fait, le suivi après le sommet sera très important. Dès le début, Ban Ki-moon et Stephen O'Brien, qui organisaient ce sommet, ont dit que le sommet, ce n'est que le début d'une ère nouvelle, ce n'est que le début de négociations. Personne ne pourra dire qu'en 2 jours, nous changeons complètement notre façon de travailler. Mais ici, en 2 jours, nous avons vraiment clairement une volonté politique de tous les acteurs venant du privé, des ONG et bien sûr des pays eux-mêmes pour se dire qu'il est grand temps maintenant que nous travaillions ensemble d'une façon différente. Et là, je rejoins complètement le docteur Sévignon. On voyait vraiment, ça bougeait, ça fulminait, il y avait des idées, il y avait des décisions qui étaient prises. Maintenant, il est très important de suivre l'ensemble de ces commitments, comme on dit en anglais, de ces décisions qui ont été prises ou de ces paroles de bonne volonté, comme diront certains, pour s'assurer qu'effectivement elles sont traduites de fait. Et donc cela, c'est quelque chose que de notre côté, nous allons faire. Mais c'était aussi la façon dont nous avons voulu organiser ce sommet, que tout soit public. Donc l'ensemble de ces engagements ont été rendus publics sur Internet et la liste va être publiée. Tout le monde pourra... On reviendra. On reviendra, on va marquer une courte pause et on va revenir plus en détail justement sur ce qu'il faut vraiment retenir et comment on fait pour tout mettre en place. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! De retour dans ce Washington Forum, dans cette deuxième partie, on s'intéresse de plus près aux missions humanitaires sur le continent africain. L'actualité nous rappelle sans cesse les conflits et depuis ces dernières années, les victimes du terrorisme. De nouveaux terrains pour l'action humanitaire d'urgence, comme autour du lac Tchad par exemple, dans les zones en proie à des rébellions ou de violents conflits depuis près de 20 ans, comme à l'est de la RDC. Alors comment cette aide est perçue par ceux qui vivent dans cette région? Nous avons en ligne notre correspondant Charlie Kasereka. Nous ne l'avons pas encore. Alors je vous signale juste qu'avec l'actualité qu'il y a à Goma aujourd'hui, avec les manifestations de l'opposition, il est un peu compliqué de joindre notre correspondant. D'autres réactions, celles en Centrafrique. Alors, quelle image ont les ONG, quelle image les habitants ont des ONG? C'est notre correspondant Freeman Sipila dans les rues de Bangui qui a pris le pouls. L'aide humanitaire a fait de bonnes choses en Centrafrique par rapport au moment de crise. Ceux qui sont à l'Edja, eux, ils vivent bien là-bas. Après tout ce que nous avons connu, après tout ce que le pays a connu, nous sommes obligés d'accepter vraiment l'aide humanitaire. Et vraiment, nous félicitons tous ceux qui travaillent aujourd'hui en République centrafricaine comme des humanitaires. Sauf que bon, voilà, il y a eu un moment, on les attaquait, on va se prendre à ces gens. C'est pas normal, mais aujourd'hui, je crois que c'est nécessaire. Parce que ça, c'est le travail de l'État. Tout ce que ces gens sont en train de faire, même s'ils donnent du boulot aux jeunes centrafricains, ça, c'est le travail de l'État. L'aide humanitaire en Centrafrique est primordiale dans l'État où nous sommes. Et cette aide va nous rapporter sur le côté sanitaire et alimentaire surtout. Parce que les gens n'ont pas d'activité pendant la crise. Les gens n'ont pas de moyens pour se procurer les besoins essentiels pour leur survie. Alors, les aides humanitaires nous sont vraiment importantes pour relever le pays, le temps que le pays redevienne normal. Alors, nous sommes en présence de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, que nous avons pu retrouver. Charlie, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je me capte très bien. Charlie, merci d'être avec nous dans ce Washington Forum. Une question primordiale. Comment est-ce qu'est perçue l'aide humanitaire à Goma? On sait que la situation est compliquée. Comment est-ce que la population vit ça et comment ça se passe? En fait, dans l'est de la RDC, où on signale au moins plus de 30 000 ménages qui sont dans des camps de déplacés, et cette aide humanitaire est toutefois la bienvenue, malgré qu'aujourd'hui les autorités politico-administratives veulent que ça soit un peu diminué, que toute cette population rentre dans leurs milieux respectifs pour bien sûr qu'ils puissent cultiver les champs et vivre dans vivre avec leurs propres moyens de survie et non vivre dans une dépendance continue. Mais je dirais que cette population aujourd'hui là maintenant a besoin de cette aide pour voir comment sortir de cette situation, parce que la plupart de toutes ces familles qui sont ici à l'est de la RDC vivent dans des camps de déplacés et les Nations Unies signalent au moins 30 000 familles. Mais Charlie, si aujourd'hui il n'y a plus cette aide humanitaire, quelle qu'elle soit, avec les ONG locales comme les ONG internationales, est-ce qu'il y a des structures qui pourraient prendre en charge, qui pourraient aider la population? Je dirais actuellement, pour être franc, je dirais actuellement là, non, il faut encore un temps pour que maintenant les organisations locales puissent s'organiser et peut-être venir en aide à la population congolaise. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'aide humanitaire des ONG internationales, il est vraiment très important. Cette assistance, elle est très importante aujourd'hui pour assister cette population. Merci beaucoup Charlie Kasereka, vous étiez en direct de Goma. Alors nous sommes toujours en présence de nos invités, le docteur François Sivignon, présidente de Médecins du Monde, Hervé Vérocel, porte-parole du sommet humanitaire mondial en Turquie la semaine dernière, en début de semaine, et notre confrère Idriss Fall. Hervé Vérocel, je reviens vers vous. Une réaction à ces commentaires que l'on a vus plus tôt à Bangui, où on sent ce sentiment de vouloir être à la fois indépendant et en même temps on se rend compte que heureusement qu'il y a eu une certaine aide humanitaire, notamment en Centrafrique. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure du lac Tchad. J'étais à Difa au Niger il y a quelques jours avant le sommet. Et vous savez, c'est une région qui, bien sûr, voit énormément de déplacements et aussi de réfugiés qui viennent surtout du nord du Nigeria. Et je suis allé à la rencontre de ces réfugiés ou de ces déplacés dans les camps. Et nous avons pu parler avec eux d'une façon très proche et très honnête, je dirais. Et tous ces gens, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Tout ce qu'ils ont besoin, ou avant tout, c'est la sécurité chez eux pour pouvoir rentrer chez eux. Mais ils savent que ce n'est pas le moment pour l'instant, et ils savent qu'ils doivent dépendre des aides humanitaires qu'ils reçoivent dans leur pays d'accueil, des ONG, des agences de l'ONU et bien sûr du pays en question. Et donc ce qu'il faut vraiment, c'est voir tous ensemble comment nous pouvons délivrer au mieux cette aide à ces gens, sachant qu'ils en dépendent complètement et ils en sont tout à fait conscients. Ensuite, nous parlons du long terme, ça c'est une autre question. L'aide humanitaire est là pour le court terme. Alors justement, Idriss Fall, il y a l'aide humanitaire d'urgence, l'aide humanitaire sur le long terme. Vous êtes rendu aussi dans cette zone. Il y a les ONG du Sud et il y a ces grandes organisations internationales. Est-ce que les gouvernements locaux sont actifs? Est-ce qu'ils sont impliqués? Peut-être à un niveau plutôt moindre, parce que la plupart des gouvernements, si on parle de la région de Difa, où il y a tous ces réfugiés qui viennent du Nigeria. Je crois que c'est plutôt les ONG dites internationales et quelques ONG locales. Parce que le gouvernement, le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc, je pense, en dehors des aspects sécuritaires où l'armée nigérienne est déployée un peu partout jusqu'à la frontière, au plan de l'aide et de la prise en charge, je crois que c'est plus les ONG internationales qui le font. Voilà. Alors, docteur Sivignon, je voulais revenir avec vous sur cet aspect justement du lien qu'il faudrait faire entre les ONG internationales et les ONG du Sud.
Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour qu'elle puisse être autant opérationnelle que, par exemple, une organisation comme la vôtre, parce qu'elles sont aussi sur le terrain et bien souvent, il y a aussi des employés locaux, nationaux? Ce qui manque, c'est cet état d'esprit dont je parlais et qui était très présent, de dire que d'abord, c'est une question de confiance. Je veux dire, on travaille tous ensemble, donc on se fait confiance. La deuxième chose, c'est d'affecter des ressources, mais pas que des ressources financières, des ressources humaines, c'est-à-dire intégrer complètement dans les mécanismes de coordination, de décision, de distribution de cette aide humanitaire, les acteurs locaux. C'est absolument essentiel. Ils sont les premiers first responders, c'est-à-dire ils sont en première ligne, donc ils doivent être en capacité de répondre. Dans ce mécanisme qui a été rediscuté, qui est réfléchi, il y a quelque chose qui a été beaucoup mentionné, c'est comment on déconcentre un petit peu cette aide qui, initialement, est très verticale. Donc comment on fait de l'aide traditionnelle quelque chose de plus horizontal, de déconcentré. Il a été beaucoup question aussi de tout ce qui est régional, s'appuyer sur, en Asie, l'ASEAN, en Afrique, l'Union africaine, etc. Donc ça, c'est des mécanismes qui vont tendre à horizontaliser l'aide, donc la faciliter, la simplifier. Il a été beaucoup question, beaucoup, de la prévention, aussi bien de la prévention et de la résolution des conflits qui là incombent aux États, mais aussi de la prévention des risques de catastrophes naturelles. Donc tout ça, ça participe à anticiper les crises, anticiper les conflits, afin que on soit le moins sollicité au moment où la crise survient. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, et qui a été très fortement portée, c'est de dire, en l'instant, si on reparle financement, les ONG nationales et locales ne reçoivent en direct que 0,4% de l'aide totale. C'est tout à fait insuffisant. Et certaines plateformes qui sont nées et qui se sont mises en place pendant le sommet, dont une plateforme qui s'appelle NEAR, N-E-A-R, demandent jusqu'à 20-25%. À échéance 2020, de l'aide qui aille directement sur des structures locales et nationales. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui a été discuté, qui se mettra en place progressivement pour qu'on arrive à un système, une architecture équilibrée, inclusive et qui réponde au mieux, de façon plus efficace aux besoins. Mais quand vous dites 0,4%, ça veut dire que le reste va où? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a une transparence sur ça? Alors, adossé à ça, donc en l'instant c'est 0,4%, les engagements vont aussi porter sur la transparence. Il y a des mécanismes qui se créent autour de comment cette aide pourra également être distribuée de façon plus équitable et de façon plus transparente. Et là, il y a eu des engagements qui ont été pris par les différents acteurs. Monsieur Verrocel, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous m'entendez? Oui, je suis toujours avec vous et je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Sivignon vient de vous dire. Et lorsqu'on parle de l'argent, on parle bien sûr de transparence, mais aussi de flexibilité et aussi de rapidité d'action. Alors, oui. Ma question, c'est, et ce sera le mot de la fin, parce que c'est déjà la fin de cette émission, ma question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les chefs d'État africains, puisque on parle essentiellement du continent africain dans notre émission, comment est-ce qu'on trouve un partenariat fiable avec les gouvernements qui sont en difficulté, qui traversent des crises? Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à trouver des partenariats pour qu'ils comprennent que l'aide humanitaire est une priorité et qu'il faut parfois qu'ils facilitent l'accès à certaines zones? C'est très important. D'abord, il y a bien sûr le plaidoyer politique. Nous parlions du Niger. Nous avons donc rencontré le président lorsque nous étions au Niger et c'est aller le voir pour discuter leur plan. N'oublions pas que ces pays, c'est leur plan que nous supportons. Donc le plaidoyer politique est très important. Et lorsque vous parlez de période de crise plutôt militaire... On va aller très vite. Je suis désolée, c'est déjà la fin malheureusement de cette émission. Merci à nos invités, à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à Monganza TV à Lubumbashi qui diffuse Washington Forum.